avec les tout derniers événements qui datent d'il y a quelques heures sur cette zone de la Russie frontalière avec l'Ukraine, au nord de l'Ukraine, c'est-à-dire la région de Belgorod. Et actuellement, il y a quelques heures, l'état d'urgence antiterroriste a été déclenché dans cette région et la Russie annonce qu'elle évacue les civils, de cette zone frontalière. Pourquoi ? Parce qu'une attaque d'hommes armés, lourdement armés, semble-t-il, en provenance du sol ukrainien, a semé le chaos dans plusieurs villes ou villages de cette zone. Voyons tout de suite de quoi il s'agit et essayons de mesurer la portée de ce qui s'est passé. D'abord les faits, voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que sait-on de ces actions en territoire russe ? Eh bien d'abord, regardez où les événements se situent. Nous sommes ici dans la localité de Gravorion, c'est à 5 km de la frontière ukrainienne, dans l'oblast de Belgorod. En fin de matinée, 2 groupes armés pro-ukrainiens basés en Ukraine annoncent qu'ils ont traversé la frontière. Ce qui frappe, c'est leur niveau d'équipement et de préparation. Ils ont des chars, comme le montre cette image, le long de cette route à quelques kilomètres de la frontière. Ils sont également lourdement armés, visiblement très organisés. Les choses s'accélèrent ensuite. Le groupe prend d'assaut un poste frontière, vidéo à pied, vous le voyez, on y voit plusieurs bâtiments en feu. Quelques minutes plus tard, plusieurs sources rapportent des combats dans 2 autres localités à quelques kilomètres. Plusieurs explosions retentissent. Ici et là, des colonnes de fumée s'élèvent dans le ciel. Selon les autorités russes, un drone aurait même été largué, un engin explosif sur un bâtiment administratif. Une atmosphère de panique semble alors s'emparer des habitants. Les sirènes d'alerte résonnent même jusqu'à Belgorod. Écoutez. Nous sommes ici à 65 km de l'attaque et le gouverneur de la région, Vladisław Gladkov, confirme l'attaque. Les forces armées russes, aux gardes-côtes frontières et du FSB prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer l'ennemi. Des hélicoptères de l'armée russe sont alors déployés. Pour les autorités russes locales, au moins 6 personnes ont été blessées dans des bombardements. Bref, ce sont des scènes de guerre auxquelles nous avons assisté. Alors qui sont les assaillants ? Est-ce qu'on les connaît ? Oui. 2 groupes paramilitaires pro-russes ont revendiqué, pro-ukrainiens, mais des groupes paramilitaires russes ont revendiqué l'assaut. Le premier, Légion Liberté de Russie. Le deuxième, Corps des volontaires russes. Ce sont 2 organisations distinctes, mais qui se rejoignent sur une chose, la lutte contre le régime de Vladimir Poutine. Vous avez bien entendu, des Russes qui combattent des Russes. Il ne s'agit pas là de défendre l'Ukraine. Le leader de la Légion russe libre avait d'ailleurs annoncé l'attaque dès hier dans une vidéo. Écoutez. Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми, чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, вранья, цензуры, ограничений свобод и репрессий. Но диктатуре Кремля пришло время положить конец. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас. Ces 2 groupes armés se revendiquent de l'extrême droite à tendance néo-nazie pour certains de leurs membres. Et ce n'est pas la première fois qu'ils réalisent des coups d'éclat en territoire russe. En mars dernier, certains de leurs membres avaient posé fièrement, vous le voyez, sur les réseaux sociaux avec le drapeau de leur groupe. Nous sommes dans la région de Bryansk, avant de cette fois-ci revenir en Ukraine juste après. Cette fois, selon certaines sources, il indiquerait que certains seraient encore embusqués sur place. Voilà, et visiblement, leurs actions montent en puissance, puisque là, on est sur une attaque d'une autre dimension. La question qui vient à l'esprit, est-ce que ces groupes travaillent en coordination avec Kiev, avec l'armée ukrainienne ? A priori non, David. Ils ne semblent pas dépendre de l'armée régulière de Kiev. Ils ne reçoivent aucun ordre de l'armée ukrainienne. Bien sûr, leur présence est tolérée, voire peut-être encouragée. Mais Mikhailo Podolyak, le conseiller à la présidence ukrainienne, fait tout pour prendre ses distances. L'Ukraine suit avec intérêt les événements dans la région de Belgorod et étudie la situation, mais n'a aucun lien direct avec elle. Voilà, ça ce sont les déclarations de Podolyak. Évidemment, on se demande s'il dit l'entière vérité ou s'il y a une coordination avec ces mouvements, mais ça on va en discuter.
Est-ce qu'ils sont pris au sérieux à Moscou, ces événements? Oui, l'affaire est traitée au niveau national. Il y a quelques instants, le FSB, le service de sécurité, a placé la région de Belgorod sous le régime légal de zone antiterroriste. C'est un régime d'exception qui permet la possibilité d'évacuer les civils en urgence et de faciliter les contrôles d'identité. Et d'ailleurs, il y a quelques minutes, les évacuations de civils ont commencé. Vous le voyez, les bus qui ont pris la direction de la grande ville Belgorod pour évacuer les civils. Cet après-midi, le Kremlin annonçait que Vladimir Poutine suivait de près la situation. Pour Moscou, aucun doute, c'est Kiev qui est derrière ces attaques. Nous comprenons très bien l'objectif de ce sabotage, annonce Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, détourner l'attention de la direction de Bakhmout, minimiser l'effet politique de la perte de la ville par la partie ukrainienne. Merci Quentin. Là, on est quasiment dans la politique politicienne entre Peskov et l'Ukraine. Mais ce qui nous intéresse, évidemment, c'est situer cette action à sa juste mesure. C'est-à-dire, est-ce qu'on est là sur un fait militaire d'importance? Quand on voit le déploiement des forces de Moscou là-bas, l'évacuation des civils, l'état d'urgence antiterroriste, quand on voit aussi le nombre de ces hommes en armes, avec des chars qui franchissent la frontière, est-ce que c'est un fait militaire majeur ou est-ce qu'on est là dans une action de déstabilisation psychologique plutôt, Pierre? Un peu des deux, même si, comment dirais-je, l'image que l'on a vue où il y avait une douzaine de chars, il y a une ambiguïté entre cette image et le fait qu'on parle plutôt de 3 chars lourds des Russes anti-Poutine avec 2 ou 3 véhicules blindés de combat d'infanterie avec du personnel à l'intérieur. Mais même si ça n'est que ça, c'est beaucoup plus important que Briansk, ce qui a été rappelé par Quentin, qui était une espèce de petite incursion. Là, si vous voulez, c'est quand même significatif et je ne pense pas que les autorités ukrainiennes peuvent ignorer le fait qu'il y ait pu avoir sur leur territoire une concentration de véhicules de cette nature. Voilà, là, oui, l'image juste avant, j'ai un doute sur le point de savoir si ce sont des blindés russes qui arrivent pour contrer les Ukrainiens. Les informations sont assez difficiles à caler pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est que autant l'opération sur Briansk, qui était très proche de la frontière, qui était une sorte d'aller-retour avec quelques véhicules relativement légers, là c'est du plus lourd. Ça peut pas venir du territoire russe. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'en Russie, il y ait pu avoir tout d'un coup le regroupement de véhicules de blindés lourds et véhicules de combat d'infanterie. Donc nécessairement, ils ont été regroupés de l'autre côté de la frontière. Et je doute que Kiev soit pas au courant de ce mouvement. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis maintenant 4 semaines, vous avez tous les jours des actions spectaculaires de sabotage, de destruction. Là, c'en est une supplémentaire. Et ça prouve quoi? Ça prouve l'immense vulnérabilité de la Fédération de Russie, alors même que compte tenu des précédentes attaques, notamment dans la région de Belgorod, où il y a eu des attaques de forces spéciales ukrainiennes en hélicoptère qui étaient allées frapper sur Belgorod, il y a eu également des sabotages dans la gare de Belgorod, parce que c'est un nœud ferroviaire important pour l'approvisionnement des troupes. Poutine, vous en souvenez, vous en aviez parlé sur ce plateau, a fait plusieurs fois des déclarations en disant il faut renforcer la sécurité de la frontière, les gardes de frontières sont en alerte, etc. Et ça ne marche pas. Donc ça veut dire que sur mer, les Ukrainiens sont capables d'aller frapper Sébastopol, qui est en Ukraine, mais qui est un port majeur pour les Russes, capables de frapper par les airs au plus loin, 650 km, la base aérienne d'Engels et tout le reste, et sur le plan terrestre, avec qui est une incursion qui ne va pas changer, ça ne va pas faire s'écrouler l'armée russe, mais tout ça représente un nombre de camouflés et de piqûres de panique dans le dispositif russe et dans la psychologie russe que je trouve tout à fait extraordinaire. Antoine, comment qualifiez-vous ce qu'on observe aujourd'hui donc, dans ce territoire proche de la frontière? Oui, je rejoins ce que vient de dire Pierre, c'est-à-dire c'est un moment où commence à se former ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, le lien entre la résistance et des actions de sabotage d'un côté et l'action des forces alliées qui cherchaient à préparer le terrain pour essayer de contrer le pouvoir allemand. Et je note dans les déclarations du corps des volontaires russes et de la Légion de liberté de la Russie que leur but, c'est de créer une zone démilitarisée
à la frontière de l'Ukraine et à terme une libération de la Russie. Et cette expression de zone démilitarisée, il la justifie en disant que pas mal d'attaques viennent en Ukraine à partir de cette région de Belgorod, et donc c'est indispensable de faire cette zone démilitarisée. Et ce qui m'importe dans cette affaire, c'est que c'est vrai que Podolyak a dit que nous, on n'a rien à voir au gouvernement ukrainien avec ce qui se passe en Russie à Belgorod, mais il y a un autre Ukrainien qui a parlé aujourd'hui, qui s'appelle Andriy Yousov, et qui est un porte-parole des renseignements ukrainiens, cette fois. Donc de Boudanov. Et lui, par contre, il a admis que cette légion de liberté de Russie, elle fait partie de l'armée ukrainienne. Elle fait partie de l'armée ukrainienne. Elle fait partie de l'armée ukrainienne. Alors, peut-être pas officiellement, mais elle fait partie du dispositif ukrainien, c'est sans doute ce qu'il voulait dire. C'est ce que dit Yousov, qui est le porte-parole des renseignements ukrainiens. Donc, je note en fait un double discours dans les prises de position aujourd'hui des Ukrainiens. Podolyak qui dit « j'ai rien à voir avec tout ça », et Yousov qui reconnaît que cette légion, elle fait partie de l'armée ukrainienne. Et d'où ils tirent leurs chars. Podolyak dit, dans n'importe quel magasin maintenant, on peut acheter des chars à bon marché. Ah bon? Oui. Ah bon. Mais on est obligé de constater que forcément, ces chars viennent d'Ukraine. Oui. Alors il y a beaucoup de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Est-ce que ces hommes sont toujours en territoire russe? Est-ce qu'en ce moment, une bataille a lieu pour tenter de les retrouver, de les identifier, de les arrêter? On peut imaginer en tout cas que s'ils avaient été arrêtés par l'armée russe, on nous les montrerait. Ça, c'est à peu près certain, c'est dans les habitudes russes. Donc ça signifie que soit ces hommes ont regagné le territoire ukrainien, soit ils se planquent quelque part dans cette zone frontalière russe, et s'ils se planquent là-bas, ça veut dire qu'ils sont peut-être en mesure de procéder à d'autres coups d'éclat. Valéria, comment voyez-vous, vous, la situation? Alors, c'est une zone boisée et marécageuse, donc c'est assez facile, a priori, de rester terré dans cette zone. En tout cas à couvert. En ce qui concerne le rapport de l'Ukraine à ces hommes-là, il n'est pas dans l'intérêt du gouvernement ukrainien de s'allier avec des personnalités d'extrême droite, quelles qu'elles soient. Parce que c'est exactement la propagande russe, c'est exactement ce qui pourrait faire peur aux alliés occidentaux, c'est exactement ce qu'il faut éviter aujourd'hui. Qu'il y ait éventuellement une tolérance au niveau de la frontière, parce que du coup, ce n'est pas l'ennemi, c'est-à-dire qu'il ne pose pas de problématiques sécuritaires à l'Ukraine. Pourquoi pas, et encore, mais revendiquer aujourd'hui que c'est sous couvert, en tout cas sous contrôle, en tout cas par connaissance du gouvernement ukrainien, ce serait vraiment, vraiment malvenu au moment où on négocie les F-16 par ailleurs. Le matériel militaire en Ukraine comme en Russie d'ailleurs se vole. Ça existe malheureusement et donc c'est quelque chose qui n'est pas à exclure. Qui n'est pas si difficile à trouver. L'armée russe souffre notamment du fait que justement son matériel n'arrive pas au bout de la chaîne logistique, à l'endroit où on l'attend vraiment. Alors, je ne saurais pas dire si c'est ukrainien ou russe, mais en l'occurrence, ça existe aussi, il ne faut pas le négliger. Ces crépuscules, ils ne sont pas nouveaux. Ils existent depuis longue date, ils opèrent depuis longue date sur le territoire russe et créent des... Visiblement, ils sont plus forts et plus puissants qu'avant. Ouais, en tout cas, ils se permettent des incursions. Ils se sont protégés, ça c'est une évidence. Mais ce qui est dingue, c'est vraiment le fait que la frontière russe soit une passoire et que le renseignement russe ne sert à rien. Clairement, on a un sujet. C'est-à-dire qu'ils ont quand même des paramilitaires. Poutine a un sujet, oui. Ils ont des paramilitaires qui s'entraînent quand même. Ils n'ont pas pris le char, ils n'ont pas appris à le piloter hier. Ils se sont entraînés quelque part. Ils se sont entraînés à tirer. C'est des gens qui existent sur le territoire national en Russie depuis longue date. Mais là, ils viennent d'Ukraine. Oui, mais là, en l'occurrence, ils revendiquaient, même s'ils venaient d'Ukraine, si on arrive à contrôler un ministre ou un vice-ministre en lui piquant son passeport, on est censé quand même voir qui sont les groupes dits dangereux ou terroristes. En tout cas, en France, ça fonctionne comme ça. Ceux qui sont considérés comme dangereux sont classifiés, en tout cas d'une certaine manière. Donc,
Et en plus, la frontière, c'est vraiment une passoire. C'est-à-dire, on sort, on rentre en hélicoptère, en char, en ce qu'on veut. Clairement, c'est une faiblesse forte à destination de la population russe. Non seulement c'est des Russes qui tirent sur les Russes, mais en plus, Poutine n'est pas capable de protéger son territoire. Ouais. Il a attaqué l'Ukraine en disant « j'attaque le premier » parce que sinon on aurait été attaqué. Bah, la preuve, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose à craindre parce qu'apparemment, une mouche pourrait faire exploser la Russie. Et simplement, on s'était fait les mêmes remarques au moment où des drones ont réussi à survoler le Kremlin, où des attaques ont été perpétrées à 650 km à l'intérieur du territoire. À chaque fois, on était surpris par l'inefficacité de la défense antiaérienne russe, par l'inefficacité de la surveillance russe. Donc, décidément, c'est une constante. Ces groupes, vous les connaissez, Vincent ? Alors, je vais émettre une hypothèse dont j'admets qu'elle n'est pas la plus probable et la plus crédible. Il ne faut pas, à mon sens, écarter, ne serait-ce que pour le plaisir du débat et de l'analyse, l'hypothèse que ce soit un montage. Pourquoi j'émets cette hypothèse ? Encore une fois, que j'estime moi-même minoritaire dans le champ des possibles. Parce que quel est le résultat mécanique de cette séquence ? Désastreuse en termes d'image, sur la vulnérabilité, je suis bien d'accord. Le résultat mécanique, c'est état d'urgence antiterroriste, c'est la dénonciation de néo-nazis, donc la relégitimation virtuelle de ce qu'était la vulgate du Kremlin au début de l'opération, et une dramatisation qui peut justifier demain un resserrage, si c'est encore possible, de tout ce qui est répressif, une mobilisation accrue, etc., etc. Parce que, si vous voulez, honnêtement, quand vous regardez la déclaration du gouverneur de Belgorod, qui vous explique, il ne se rend pas compte à quel point son propos est dévastateur. Il vous explique que les forces armées, les gardes frontières, la garde nationale, les services de sécurité, ensemble, vont tenter de combattre cet ennemi. Enfin quoi, l'armée de la Grande Russie et tous ses services sont à ce point déroutés par une incursion certes spectaculaire, mais tellement spectaculaire qu'elle me paraît honnêtement un peu suspecte. C'est pour ça que... Comme celle qui l'avait précédée ? C'est-à-dire qu'on est quand même très loin, d'après les images que Quentin a analysées et commentées tout à l'heure, on est assez loin de l'escapade de 4 saboteurs infiltrés qui lâchent une rafale, qui font exploser 3 bâtons de dynamite ici et une mairie annexe là. Donc je veux dire, l'ampleur même de ce déploiement, même si encore une fois je suis le premier à reconnaître toutes les failles du dispositif sécuritaire russe, on les a souvent commentées ici, me conduit en tout cas, encore une fois, pour la théorie, pour élargir la focale, à ne pas écarter cette hypothèse d'un montage. En quelques mots, elle vous semble envisageable ? Oui. Montage par les Russes. Antoine ? Oui, moi je suis sceptique par rapport à ça. Je suis sceptique parce que... À l'idée d'une manipulation russe ? Je pense que c'est l'intérêt des Ukrainiens de montrer la faiblesse de l'État russe et que c'est l'intérêt des Ukrainiens de semer la panique à l'intérieur de la population russe. Les Russes, pour l'instant, regardent cette guerre comme un jeu vidéo. Là, avec ce genre de mini-coup, ils arrivent à faire comprendre à la population russe que ce pays est en guerre et qu'un jour ou l'autre, ça va leur tomber dessus. Donc, moi, je suis plutôt sceptique par rapport à cette thèse. Pour le plaisir d'ouvrir les hypothèses, disait Vincent. Pierre, et vous ? Intellectuellement, tout est à mettre sur la table et les Russes sont capables de tas de barbouzeries et d'opérations sous fausse bannière. Là, je pense que si ça avait été le cas, je pense que Kiev aurait tout de suite dénoncé. Parce que celui qui communique, qui est le chef d'un des groupes, qui avait déjà communiqué la première fois, il est quand même bien identifié et connu, je dirais. Dans ce cas-là, je pense que les autorités de Kiev auraient ciblé ce personnage en disant c'est un agent du FSB camouflé, etc. Ils auraient vraiment démonté l'affaire. Voilà. Et là, encore une fois, sur du matériel lourd comme ça, c'est quand même... donc je pense que je pense que ça vient d'Ukraine. Les Ukrainiens ne peuvent pas ne pas le savoir. Alors ils peuvent rester dans un flou, parce que je reconnais que sur le plan d'image, c'est pas excellent. Après, si vous voulez, nous, pour battre les nazis, le Troisième Reich, ce qu'il fallait faire, on s'est associé à un régime effroyable qui était le régime soviétique. Churchill détestait Staline, enfin au début de la guerre. Après, il trouvait que c'était un personnage sympathique. Mais il détestait Staline, il détestait les communistes, il détestait les bolcheviks. Dès qu'il y a eu l'opération Barbarossa d'invasion de l'URSS, il a tout de suite convoqué l'ambassadeur de Russie à Londres en disant on va vous apporter tout notre appui, et c'est ce qui a été fait après, avec notamment tous les convois sur Mourmansk et ailleurs, en disant voilà, entre la peste et le choléra, la peste c'est la peste du Troisième Reich, on va la détruire, il faut bien faire alliance avec les soviétiques. Est-ce que les Ukrainiens font ce raisonnement ? Je ne sais pas. En tout cas, ça met un désordre quand même qui est surréaliste, ce que décrivait Vincent.
Est-ce que ça peut s'expliquer, pardon Pierre, par le fait que la Russie mobilise toutes ses forces pour soutenir, pas forcément en première ligne, mais en deuxième ligne, ceux qui vont tenter de contrer l'offensive ukrainienne? Non, ils ont des tas C'est pas les mêmes gens. Non, c'est pas les mêmes personnes. Et par ailleurs, c'est des zones sensibles qui ont déjà été visées depuis plusieurs mois. Donc c'est pas, si vous voulez, c'est pas un contournement par l'Asie où d'un coup il y a des groupes qui passent par la Sibérie. On dit, zut, on les avait jamais vus par là. Peut-être que les Ukrainiens vont le faire. Je dis ça pour les Russes, pour qu'ils déplacent leurs troupes de l'autre côté. Mais là, si vous voulez... Oui, est-ce que ça peut leur donner des idées aux Ukrainiens? Ils ne vont pas envahir la Russie, soyons clairs. Non. C'est pas du tout leur guerre et leurs alliés seraient les premiers fâchés. Tout ça, ce qui me frappe, moi, c'est la séquence. Je vois bien comment, dans un état-major, ça se monte, ce type d'opération, quand vous avez plusieurs plans d'offensive arrêtés avec un rétro-planning, avec des rétro-plannings dans lesquels vous injectez un certain nombre de choses, et puis vous avez tout ce qui va autour, tout le cyber, l'action psychologique, la déstabilisation, le fait de neutraliser un certain nombre de points, d'affoler la défense adverse. On a ça depuis maintenant 4 semaines. Ça n'a pas arrêté. Des trains de marchandises qui explosent, des immenses citernes qui explosent. L'histoire du Kremlin, je ne sais pas qui a frappé le Kremlin, mais je veux dire, là aussi c'est un état de vulnérabilité absolument avéré. Et là c'est la même chose. Donc effectivement, pour le moral alors évidemment, ça ne va pas être transmis ce soir aux 20h en disant on s'est fait enfoncer, on s'est fait tirer dessus, etc. Mais enfin bon, l'information va quand même un peu se répandre. Voilà, donc je pense qu'on est vraiment dans l'avant-offensive et qu'on va avoir tous les jours, puisque aujourd'hui même ou hier, il y a eu encore un train qui a un sabotage sur une ligne ferroviaire, etc. Tous les jours, vous allez avoir ce type d'opérations qui vont taper un peu partout. Et c'est toute la faiblesse de ce système fondé sur le mensonge, la bureaucratie, l'inertie, le fait d'ouvrir le parapluie, etc., qui fait que voilà, les Ukrainiens qui sont beaucoup plus mobiles, beaucoup plus agiles, ils arrivent à passer. Ça ne préjuge pas de la victoire finale en disant voilà, ça va se terminer, mais c'est quand même un aveu d'inefficacité de ce système fascisant qui d'ailleurs, moins il marche, plus il essaye de verrouiller le système. Bon, un dernier mot, Vincent. Oui, qu'il y ait par exemple des volontaires russes du côté ukrainien, on le sait. Il y a des volontaires bélarusses qui sont du côté ukrainien, il y a même des volontaires tchétchènes qui sont hostiles à Ramzan Kadyrov, des Géorgiens. Qui sont enrôlés, et des Géorgiens. Donc ça existe. Ce qui me trouble simplement, c'est que l'agence France-Presse, en décembre dernier, avait retrouvé la trace d'un certain César, c'était son surnom, surnom de guerre, qui était un néo-nazi russe, passé côté ukrainien en 2014. J'observe simplement qu'il n'est pas dans l'intérêt de Kiev, compte tenu justement de toute la propagande, de toutes les manipulations qui laissent accréditer l'hypothèse que les Ukrainiens seraient soutenus par une mouvance néo-nazie significative, etc. Il n'est pas dans leur intérêt de même laisser flotter l'idée que des personnages de cet acabit-là pourraient être à leur côté. C'est juste peut-être une qu'ils les tolèrent sans les soutenir. Sauf que plus personne n'y croit à cette thèse du Kremlin que l'Ukraine serait un régime pro-nazi. Peut-être qu'en Russie on y croit. Et dans certains pays du Sud aussi. Oui. Et dans certains pays du Sud aussi. Ne négligeons pas ce qui se joue dans l'hémisphère sud. Moi je crois que du côté ukrainien, toutes les forces qui maintenant vont être prêtes à lutter contre le Kremlin et contre Poutine sont bonnes à prendre. Bon. Merci en tout cas, et puis on aura les derniers développements dans les prochaines heures. Vous ne manquerez rien sur l'antenne d'LCI. Est-ce que, encore une fois, ces militaires, ou en tout cas ces groupes paramilitaires sont toujours sur le sol ukrainien? Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Que se passe-t-il?